On revient avec les conférences Bourse Live. On commence l'après-midi avec ce sujet: comment investir pour développer son patrimoine quand on est un jeune actif? Ouh, la bonne question qu'on s'est tous posé d'ailleurs, je pense, quand on a commencé à travailler, alors que sur les conseils de nos parents, on avait sans doute ouvert, s'ils ne l'avaient fait pour nous d'ailleurs, un livret A ou un PEL. Comment ça s'est passé pour vous, tiens, Louis? Je confirme, ça s'est passé de la même manière. J'ai même le souvenir d'un livret jaune. Ouais, Ça ne nous rajeunit pas. Louis Yang, cofondateur de Café de la Bourse, le média qui, comme Boursorama, cherche à démocratiser l'information et l'accès à la finance. Bonjour Louis. Bonjour Laurent. Alors, quand on commence à travailler, c'est vrai, il faut le dire, on a parfois autre chose en tête. On se dit qu'on a le temps, que ce n'est pas forcément le moment de faire ça. Et ça, c'est pas forcément d'ailleurs votre avis. Pourquoi il est essentiel d'investir finalement quand on démarre sa vie active? On s'y met tout de suite, presque dès le premier salaire. C'est justement une question de temps. Oui. C'est-à-dire que quand on est jeune actif, on bénéficie de beaucoup de temps par rapport à sa retraite, par exemple. Et du coup, il faut profiter de ce temps. Il faut profiter pour investir le plus tôt possible pour justement bénéficier de ce qu'on appelle la magie des rendements capitalisés, c'est-à-dire les intérêts qui vont produire des intérêts et faire grossir en fait vos avoirs et votre patrimoine. Cet effet boule de neige. Et cet effet boule de neige, plus tôt on commence, mieux c'est. Ouais, donc voilà, il faut commencer tôt. Essentiel, on l'a vu, d'accord, pas forcément simple de s'y mettre, Louis, il faut le dire, surtout si, comme pour certains, vos parents vous ont peut-être pas enseigné la pratique ou en tout cas les basiques de la finance personnelle. Je parle même pas de l'école où là le sujet n'est même pas abordé. Alors cette question simple: comment on débute quand on est tout seul, on n'a pas forcément le background qu'il faut? Effectivement, il faut procéder de manière méthodique. Oui. Je pense que la première chose à faire, c'est avoir une épargne de précaution. Alors ça, l'épargne de précaution, c'est un fonds d'urgence. C'est-à-dire que ça doit couvrir à peu près 3 à 6 mois de vos dépenses. Et ça peut servir à beaucoup de choses, des imprévus principalement, une panne de voiture, un problème avec la plomberie de son appartement. Ça peut être aussi faire la jonction entre deux emplois ou des indemnités d'assurance ou autres qui n'ont pas été remboursées à temps. Donc il faut vraiment avoir ce fonds d'urgence de constituer avant de commencer à investir ailleurs. Et ce point-là, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et du coup, on revient sur ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire sur les livrets A, les placements bancaires sans risque. Ça, c'est des supports qui sont excellents pour le fond, qui sont très adaptés puisque c'est sans risque et c'est très liquide. Donc dès qu'on a besoin de ces sous-là, on peut les débloquer quasi instantanément. Donc le premier réflexe, on l'a vu, 3 à 6 mois de revenus mensuels sur un bloc, enfin pas bloqué justement, mais disponible sur un livret A notamment. De dépenses mensuelles, une petite nuance. Ah oui, de dépenses. De dépenses, exactement. Ouais, d'accord. Oui. Mais oui, c'est exactement ça, et sur un produit de placement sans risque et très liquide. Oui, voilà. Donc ça prend déjà un petit peu de temps de faire cette épargne de précaution. Totalement. Et ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on a cette épargne de précaution, allez, on a fait nos 3 à 6 mois de dépenses. Qu'est-ce qu'on ajoute? Quelle brique on ajoute? La deuxième brique, c'est que là, il faut commencer à investir. Oui. Et la meilleure façon d'investir lorsqu'on est jeune actif, qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est d'utiliser des stratégies simples. Une des plus simples, c'est le plan d'investissement. Oui. Ça consiste en fait à définir un montant d'investissement tous les mois, de manière récurrente, automatique. Généralement en début de mois, lorsqu'on a touché notre salaire, on n'a pas encore tout dépensé, on bloque un montant et qu'on peut allouer un support ou plusieurs supports d'investissement qu'on aura définis. Et ça, c'est une stratégie, on entend, il y a peut-être d'autres termes que plan d'investissement. En anglais, c'est le discounting, le dollar discount averaging, le DCA. Donc ça, c'est aussi c'est la même chose, c'est un terme anglo-saxon, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment commencer à faire lorsqu'on veut débuter l'investissement. Et une fois qu'on a fait ça, si on est un petit peu plus sophistiqué, qu'on a plus de temps, il y a des approches de plan d'investissement qu'on peut qualifier de dynamiques, où là, on va regarder, là on a investi, où en sont les marchés financiers ou les marchés immobiliers, etc. et ajuster le montant, c'est-à-dire que là, si on pense qu'on est dans une zone où tout est très cher, où c'est risqué, on diminue un peu le montant. A contrario, si on est dans une situation où les marchés sont plutôt discount, bien orientés, et à ce moment-là, on peut mettre un petit peu plus. Donc là, on va être dans des choses plus dynamiques, mais je pense que ça vient lorsqu'on est déjà un peu plus initié. D'accord, donc première étape, on regarde et on consacre chaque mois, là aussi c'est simple, une somme qu'on réserve pour son investissement. Encore faut-il se lancer après dans les investissements financiers et
souvent, les retours qu'on a sur Boursorama, c'est la bourse, c'est complexe, c'est pas simple, il faut passer les ordres. Et là aussi, quelles sont les premières étapes concrètes si on a envie d'investir en bourse? Alors, si on veut commencer en bourse, à mon sens, si on est jeune actif, qu'on est plutôt novice, commencer par le PEA. D'accord. Et le PEA, c'est une enveloppe qui est très intéressante fiscalement au-delà de 5 ans. Et il faut savoir que 5 ans, c'est par rapport à la date d'ouverture. Donc c'est très bien de prendre date, d'ouvrir un PEA, même avec un petit montant, pour prendre date. Et comme ça, au bout des 5 ans, bénéficier des avantages fiscaux qui sont propres au PEA. Il faut aussi garder en tête que c'est une enveloppe qu'on peut casser. Donc l'argent n'est pas bloqué. Oui. Ça, il faut, parce que parfois, il y a des personnes qui vont croire on confond l'avantage fiscal et le blocage des Exactement. Ouais. Donc on prend date, rien n'est bloqué et on peut commencer à investir avec le PEA. Et qu'est-ce qu'on met dans le PEA? En fait, il y a deux approches. Il y a l'approche... On dit peut-être PEA, pardon, pour ceux qui sont plus novices. Plan d'épargne action. Voilà, plan d'épargne action. Et comment ça marche? Voilà. Alors comment ça marche? On a plein de supports dessus. Et là, il va y avoir deux approches. Soit on aime bien un peu regarder sous le capot, on a envie de s'y intéresser, de comprendre en fait les sociétés, les grandes sociétés dont les marques sont connues et on a envie d'investir dans ces sociétés. À ce moment-là, on fait ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire on va aller sélectionner nous-mêmes des valeurs selon une stratégie qui a été définie et on va aller regarder les fondamentaux, le modèle économique de la société, les ratios financiers, le cours de bourse, enfin il y a beaucoup d'approches et après on constitue son portefeuille boursier. Donc ça c'est une possibilité. Et l'autre possibilité, si l'investisseur a moins de temps, n'a pas l'envie, pense ne pas avoir les compétences, elle peut commencer en achetant des parts de fonds. Ça peut être des OPCVM, donc des SICAV gérés activement par un gérant selon une stratégie, mais ça peut être aussi des ETF, donc des trackers qui vont aller traquer, dupliquer la variation d'un indice. Ça peut être l'indice 440 ou des indices comme le Nasdaq, etc. ou des indices sectoriels. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire aussi dessus. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Les ETF, c'est plutôt simple parce que finalement, il nous suffit de suivre la variation d'un indice et à quelques pourcentages près, on va avoir la performance de notre ETF. Voilà, c'est pourcentage près lié à la réplication, aux frais. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais oui, grosso modo, c'est ça. On rappelle, oui, peut-être que ce PEA, il est très bien, mais il y a quand même une petite restriction, c'est que c'est réservé aux actions européenne. Oui, de l'Union européenne, et tout à fait, oui. Il y a des restrictions parce que l'avantage fiscal a pour but à la base d'investir dans des entreprises françaises et maintenant de l'Union européenne. Donc effectivement, si on veut du Apple, du Amazon, ce ne sera pas possible via le PEA. En tout cas, au niveau de ces titres en direct. Avec les ETF, c'est encore autre chose. Ouais. Il y a des systèmes pour. Voilà, exactement. pour un peu contourner. Il y a des réplications synthétiques d'ETF qui permettent, par exemple, d'acheter un ETF qui va traquer l'indice Nasdaq au sein duquel il y a des valeurs technologiques américaines. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu technique, mais voilà, sachez qu'il y a des façons, dans le cadre d'un PEA, malgré tout, de s'exposer au marché américain. Voilà pour l'investissement boursier. Et forcément, là, les gens qui nous regardent se disent « Mais attendez, c'est bizarre, ils n'ont pas encore parlé d'assurance vie. » Et pourtant, l'assurance vie, on nous la sort à toutes les sauces, on nous le rabâche tout le temps, le couteau suisse de l'épargne. C'est vrai, on nous le dit partout. Est-ce que c'est pour autant le produit le plus adapté pour un jeune actif, Louis ? Alors, je pense que l'assurance vie couteau suisse, il porte bien son voilà, nom. Voilà, c'est pas un cliché éculé, c'est vrai. Parce que ça s'applique aux jeunes actifs aussi. Je pense que oui, très clairement, l'assurance vie, c'est aussi une enveloppe, un outil à avoir lorsqu'on est jeune actif. Il faut ouvrir son assurance vie. Là aussi, il y a un avantage fiscal au bout de 8 ans cette fois. Et là aussi, l'argent n'est pas bloqué. C'est l'avantage fiscal qui est calculé par rapport à la date d'ouverture de son assurance vie. Donc, on a aussi intérêt à ouvrir une assurance vie le plus tôt possible pour prendre date. Par contre, il y a une nuance par rapport au PEA, parce que tous les PEA sont les mêmes, quel que soit l'intermédiaire financier, ce qui n'est pas le cas des assurances vie. Donc, il faut bien choisir. Il faut bien choisir l'assureur, le contrat, le distributeur, parce que derrière, la transférabilité de l'assurance vie, ça commence à être possible, mais dans les faits, c'est très compliqué. Donc, si on ne veut pas perdre l'avantage fiscal, il faut bien choisir son assurance vie avec notamment les bons supports d'investissement, actions, immobilier, placements alternatifs, etc., qui va vous permettre d'investir sur différents supports. Et l'autre petit rappel par rapport à l'assurance vie, c'est qu'il ne faut pas confondre l'assurance vie avec… l'assurance décès? Non. Oui, ça aussi, ça effectivement, ça peut arriver, non. ou avec le fonds euro. C'est-à-dire que parfois, on va croire l'assurance vie, c'est le fonds euro. Non, pas du tout, et encore plus pour un jeune actif, parce que si le jeune actif va sur du fonds euro 100% garanti, ça serait une erreur, parce qu'il dispose
dispose du temps, ce que je disais au départ, Oui. et le temps nous permet aux jeunes investisseurs de prendre plus de risques. Et le fait d'avoir cette possibilité de prendre plus de risques, eh ben, il faut aller sur ce qu'on appelle des unités de compte qui sont proposées dans l'assurance vie pour aller sur des actions, dans l'immobilier, etc. Et pas être 100% fonds euros parce que là, les performances, elles sont inférieures à l'inflation. Oui. Donc, on va perdre de l'argent. Et lorsqu'on est jeune, c'est bien de prendre un peu de risques. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche en fait, de la retraite, à prendre moins de risques et bloquer, on va la sécuriser. Exactement. Ouais. Question, il n'y a pas forcément de réponse simple d'ailleurs. Je suis désolé, c'est peut-être une question tarte à la crème. Oui, s'il faut choisir, on ne peut pas ouvrir les deux entre un PEA et une assurance vie. Il y en a un à privilégier, à mettre en premier ou Je pense que ça va dépendre du profil investisseur. Ouais. De par le fait qu'il y a ce fonds euro sécurisé, pour quelqu'un qui va vouloir prendre moins de risques, s'il faut vraiment choisir, peut-être partir sur l'assurance vie, Oui. qui est allouer une poche sécurisée via le fonds euro, et après aller chercher de la diversification, de la performance avec les unités de compte. Ouais. Surtout qu'au niveau de l'assurance vie, il y a beaucoup de gestion déléguée, c'est-à-dire que là, on va même plus sélectionner ces fonds ou ces ETF, c'est un gérant qui va le faire pour nous. Donc peut-être que pour quelqu'un qui veut moins de risques, qui a moins de temps, c'est peut-être mieux. Alors que le PEA, à mon sens, c'est mieux pour une personne qui veut peut-être aller chercher du titre vif, aller sélectionner ses valeurs, s'intéresser à Air Liquide, LVMH, etc. C'est peut-être l'approche risque en se disant finalement qu'on peut peut-être piloter de façon plus fine le risque, en tout cas sur l'assurance vie. C'est un point qui est important à connaître. Autre support, en tout cas autre catégorie d'actifs que les Français adorent, jeunes ou moins jeunes, c'est l'immobilier sous toutes ses formes, en tout cas l'immobilier réel, la pierre, pas forcément accessible quand on débute. Mais il y a peut-être d'autres moyens d'y venir, justement. Oui, c'est vrai que ça, c'est un vrai sujet, l'accès à la propriété, parce que la pierre rassure les investisseurs français, les jeunes actifs aussi, mais le contexte actuel n'aide pas, parce que... On ne va pas le refaire, remonter des taux. Exactement, on ne va pas refaire ça. C'est déprimant. Voilà, donc très clairement, il y a une perte de pouvoir d'achat immobilier, et donc si on est jeune actif et qu'on veut aller sur de l'immobilier très rapidement, on n'a pas beaucoup de capitaux, donc il faut chercher autre chose. Autre chose, ça peut être la pierre papier, ça peut être les SCPI. Donc, ça permet d'acheter une part de SCPI accessible à partir de quelques milliers d'euros. Donc, de diversifier. La SCPI va investir dans du commerce, des bureaux, des entrepôts, de la logistique, etc. Donc, ça peut être une piste. Alors, attention, l'immobilier, ça c'est un sujet. C'est une année de retournement qui s'annonce compliquée. Il y a cette hausse des taux qui est présente, donc attention à l'endettement, attention à ce qui est contenu aussi au sein de ces SCPI. Je pense aux SCPI les plus anciennes, sur du bureau, parce qu'il y a aussi des tendances de fonds qu'il ne faut pas négliger. Et l'autre aspect, c'est que les SCPI, il y a beaucoup de frais, en fait, il y a des frais d'entrée. C'est un thème qu'on n'a pas abordé jusqu'au moment, mais c'est vrai que oui, il y a beaucoup de frais sur les SCPI. Exactement, donc si on va dessus, il faut vraiment avoir un horizon long terme pour amortir les frais d'entrée, parce que si c'est pour sortir au bout de 2-3 ans, on n'aura pas récupéré la mise par rapport aux frais qui ont été payés lors de l'entrée, de la souscription. Exactement. Ouais. Une autre possibilité plus récente, c'est le crowdfunding immobilier. Donc c'est une branche du crowdlending, c'est-à-dire qu'en fait, on prête de l'argent via une plateforme digitale à des promoteurs immobiliers qui ont des projets, qui ont besoin en fait de cet argent pour finaliser des projets, et en contrepartie on a une rentabilité qui est intéressante, mais attention, presque 9-10%, je crois. Exactement. Mais alors attention, qui dit rentabilité élevée dit risque aussi conséquent, surtout qu'il y a beaucoup de risques qu'on ne voit pas encore parce que c'est encore assez récent, donc les taux de défaut sont faibles, mais il y a des litiges en cours, donc tant que ça n'a pas été solutionné, ça apparaît pas sur le taux de litige, de défaut, exactement. Et puis après, avec tout ce qui s'est passé avec les problèmes d'approvisionnement, les chantiers qui ont pris plus de temps, les projets ont pris plus de retard. Donc c'est aussi de l'argent bloqué plus longtemps, etc. Donc ça, c'est des risques qu'il faut avoir en tête par rapport au crowdfunding immobilier et pas uniquement regarder le taux attractif du rendement. Ce qu'on peut dire quand même, pour être un petit peu rassurant, c'est que le retard n'est pas forcément le défaut. Des fois, oui, c'est autre chose. C'est deux risques différents. Tout à fait.
il peut y avoir du retard. En tout cas, pareil, on voit également que les réservations baissent en ce début d'année. Et l'immobilier neuf souffre. Voilà, tout à fait, oui. Voilà, donc il y a les mêmes précautions sur un marché de l'immobilier qui est compliqué. On a parlé PEA, plan d'épargne en action, on a parlé assurance, mais on a parlé immobilier. On n'a pas là les jeunes investisseurs qui nous regardent et qui disent mais attends, c'est quoi un truc par de jeunes actifs, sans même parler des cryptos. Les cryptos pour commencer à investir ou a fortiori ce qu'on appelle les placements alternatifs. Bonne idée ou pas? Oui et non. Voilà. Oui, vraie réponse de Normand. Non, mais je vais développer. Pour commencer, tout dépend en fait des avoirs dont on peut allouer en fait à son investissement. C'est-à-dire que si on peut mobiliser une épargne uniquement sur une classe d'actifs, moi je dirais non, il ne faut pas aller juste sur des cryptos. Et c'est aussi pour ça qu'on aborde ce sujet que maintenant, après l'immobilier, l'assurance vie, le PEA, parce que c'est un placement de diversification alternatif. Donc c'est bien d'en avoir. Si on a suffisamment de possibilités de diversifier, à ce moment-là, je dirais oui, on peut commencer. Si on a une appétence pour les nouvelles technologies, qu'on aime s'intéresser aux projets derrière les cryptos, effectivement, ça c'est quelque chose qu'on peut regarder. On peut y allouer une petite poche. Il faut évidemment du coup ne pas mettre toute son épargne sur les cryptos. Et même lorsqu'on met une partie de ses avoirs, il faut être conscient que c'est très volatile, on l'a vu, il y a des vrais risques de perte et qu'il ne faut pas en fait céder aux sirènes du FOMO, du fear of missing out, se dire il y a une super opportunité, j'y vais. Ça, je pense que c'est une manière d'investir partout qu'il faut éviter, encore plus sur les cryptos. D'où ma réponse, il faut aller sur les cryptos, mais de manière prudente et de manière diversifiée avec une poche. Déjà, quand on a choisi une des solutions avant, et ce qu'on peut dire aussi, Louis, c'est que les cryptos qu'on présentait longtemps comme un actif décorrélé de l'économie, on s'est rendu compte aussi qu'avec la remontée de l'inflation et la remontée des taux, ça avait fait souffrir énormément les crypto-monnaies. Donc il faut aussi un petit peu relativiser cet aspect de décorrélation. Oui, ou que ce soit l'or des milléniaux. Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Et il faut être conscient que c'est aussi très corrélé aux valeurs technologiques américaines. On a parlé crypto, mais ce n'est pas le seul placement alternatif. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a beaucoup, tout à fait. Il y en a beaucoup. Il y en a un qui est aussi un peu sur le devant de la scène depuis quelques années, c'est le private equity. Donc le private equity, c'est le non coté. Donc finalement, c'est on va dire les entreprises les plus courantes qu'on retrouve dans le monde, donc toutes les entreprises qui ne sont pas en bourse. Et ça, il y a des possibilités plus facile d'accès pour l'investisseur particulier et pour le jeune actif qui s'est beaucoup développé ces dernières années, notamment via des fonds. Donc on peut regarder. Là, pareil, la rentabilité peut être intéressante parce qu'il y a un vrai risque puisque ce sont souvent des jeunes entreprises avec des projets porteurs mais peu matures qui ne sont pas bénéficiaires. Donc du coup, il y a aussi un vrai risque de défaut. Et là, avec la hausse des taux, le financement qui est plus difficile, on arrive dans une année où il faut bien choisir. Donc à regarder, ça peut être intéressant pour les personnes qui ont envie qui s'intéressent justement à la vie, à l'entrepreneuriat, à la vie des entreprises, de regarder le private equity, mais encore une fois en étant sélectif. En étant sélectif, les gens qui nous regardent se disent mais attends, private equity, en termes de produits, sur quel type de produit j'investis dans du private equity pour être très concret? Très concret, il y a une manière où on investit directement dans ces sociétés. Alors ça, en fait, on prend des actions de la société. Donc ça, c'est quand même pas très accessible. C'est souvent l'entourage ou le réseau qui va nous permettre d'investir de cette manière-là. Donc ça, c'est la manière, je dirais, la moins fréquente. Et la plus fréquente, ça va être de passer par des fonds. Donc il y a des FIP, FCPI, FCPR. Enfin, il y a différentes appellations de fonds, en sachant qu'en plus, ce type de fonds ont souvent un avantage fiscal aussi. Il y a des contreparties aussi, par exemple de blocage des fonds pendant 5 ans pour pouvoir en bénéficier. Mais voilà, de manière très concrète, c'est soit on va les identifier nous-mêmes, soit on a aussi l'avantage fiscal d'ailleurs, c'est pas aussi. Mais voilà, c'est plus compliqué, surtout si on veut diversifier ou passer par des fonds. Et bien retenir effectivement que là, pour le coup, oui, c'est du blocage. Une fois qu'on a ces fonds, il faut, sur une période de 5, 6, parfois plus années. Ou alors on rembourse l'avantage fiscal. Ou alors, voilà. Bon, il faut choisir. Il faut choisir.
Ce qui ressort aussi des enquêtes, et là aussi, peut-être que c'est un cliché, je ne sais pas, on dit les jeunes investisseurs plus impliqués, plus concernés dans le fait d'investir sur ce qui a du sens, sur une épargne qui a des valeurs plus responsables. Oui, il faut le dire aussi, c'est vraiment pas simple de s'y retrouver entre les appellations. Alors certes, il y a des labels ou autres, il y a des critères ESG, on a l'impression parfois que toute la finance fait de l'ESG maintenant. Oui, il faut le dire. Alors comment on fait pour essayer justement d'investir plus responsable? Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'études et aussi des échanges avec des lecteurs ou visiteurs qui montrent qu'au niveau des jeunes investisseurs, il y a vraiment… Donc c'est vrai. Je pense qu'il y a de vraies convictions. La nouvelle génération a envie d'allier l'investissement avec leurs convictions, s'intéresse davantage à ces sujets ISR, ESG, donc investissement social responsable, ou ces fameux critères ESG, environnement, social, gouvernance. C'est des vrais sujets. Et là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, on a du mal à s'y retrouver parce qu'il y a beaucoup de labels. Il y a aussi ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire que on va étiqueter, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ça devient compliqué en fait de s'y retrouver. Mais il y a des législations qui se mettent en route. Il y a des changements en cours aussi. Et effectivement, il y a des labels. On peut effectivement, au-delà de l'ISR, de l'ESG, parce qu'on a des indices ESG, maintenant on a des indices CAC 40 ESG, enfin on a vraiment beaucoup de choses par rapport à ça. Mais si on veut aller au-delà, c'est vrai qu'une première manière, sans pousser trop loin l'analyse, c'est regarder les labels. Par exemple, le label Greenfin, ça permet au niveau des attentes environnementales d'aller plus loin que l'ESG classique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder. On peut regarder aussi tout ce qui est lié aux sociétés à mission, ces entreprises qui changent en fait leur statut pour être des entreprises à mission, avoir un réel engagement sur certains sujets importants liés à l'ISR. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut regarder. On peut regarder un autre label, le label Finansol, qui est sur tout ce qui est plus solidaire, c'est-à-dire des projets qui sont plus porteurs, solidaires. Réglementation européenne peut-être, avec le fameux article 9 qui là aussi semble parfois un peu obscur, mais on peut dire, peut-être pour faire simple, que c'est le mieux disant. Oui, c'est le mieux, tout à fait. On va essayer de faire simple, de simplifier. Le mieux disant en objectif de durabilité. On sait quand on a des fonds article 9, a priori. Exactement, allez regarder les fonds qui sont article 9, qui sont normalement les plus poussés sur ces problématiques-là. Oui, je ne l'ai pas abordé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les projets peuvent être ISR ou green, c'est-à-dire qu'on a le compte à terme, on a les livrets, on a les fonds, on a les obligations, l'immobilier, enfin ça couvre vraiment tout type de support. Voilà, exactement. Donc ça, c'est aussi une manière. Ou alors, si on veut être encore plus concret, il y a tout ce qui est placement de partage, où là, en fait, les revenus qu'on touche, il y a une partie qui va directement sous forme de don à une association. Donc là, c'est très concret aussi. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de… Voilà, exactement, financé. Ça fait pas mal de pistes, je pense, déjà pour… on vous a donné du label, là, pour véritablement investir dans ce qui a du sens. Si on devait éviter, ou en tout cas… donner ce petit avertissement, quels sont les pièges à éviter en matière d'investissement lorsqu'on va commencer? Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Les erreurs de débutants? On a peut-être tous fait d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je pense qu'une des premières erreurs, c'est d'épargner et pas d'investir. C'est-à-dire que on a tendance à se dire on arrive à mettre des sous de côté sur un compte courant ou mieux sur des livrets d'épargne avec un rendement sécurisé. On se dit on a mis de l'argent de côté pour… C'est le tout sur le livret A, tout sur le fonds en euros. Par exemple, exactement. On l'a tous fait, exactement. Et ça, c'est une grosse erreur, surtout quand on est jeune actif et qu'on a du temps. Je reviens sur ce que je disais. C'est important de prendre du risque pour aller chercher plus de rentabilité, surtout avec des taux d'inflation élevés, parce que sinon, notre rentabilité nette, elle est négative. Donc ça, c'est une erreur assez fréquente qu'il faut éviter. Une autre erreur, c'est de vouloir trop bien faire. C'est-à-dire, je pense, vouloir mettre trop d'argent de côté, trop épargner, trop se priver. Et du coup, à court terme, c'est tenable, mais sur le long terme, ça devient de plus en plus difficile parce que si on se prive c'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Et en plus, les marchés, il y a des cycles en fait. Donc peut-être que c'est plus tenable lorsqu'on est sur des cycles haussiers parce que voilà, on voit ces placements fructifier. Donc du coup, le plan d'investissement, on le tient, on est content, exactement. Mais lorsque les marchés sont plus difficiles,
volatile ou en baisse, surtout en baisse sur une durée plus longue, en plus on épargne et puis on perd de l'argent. Oui, on épargne, on se prive, en plus on perd de l'argent. Et du coup, ça c'est une erreur parce que l'important c'est vraiment d'investir de manière régulière dans la durée pour lisser en fait le risque temps. Et ça, je pense que c'est une erreur qu'il faut éviter. Et je pense que s'il faut, il faut une espèce de synthèse par rapport à ça. Je pense que faut voir l'investissement comme un marathon et pas comme un sprint. Donc ça, c'est une métaphore que j'aime bien pour se dire, voilà, il vaut mieux mettre moins de côté plus longtemps, de manière régulière, quel que soit le marché. Et ça, je pense que c'est une best practice par rapport à une erreur de vouloir trop en faire à court terme. S'il faut repartir avec un seul conseil pratique, Louis, c'est quoi? C'est finalement ouvrir dès dès aujourd'hui un PEA, une assurance vie, finalement. C'est prendre date, même avec un petit montant. Et après, si on peut, allouer même un petit montant aussi à un plan d'investissement, 50 €, 100 €, ce qu'on peut se permettre. Sans être justement pris à la gorge, le mettre en début de mois et mettre une allocation diversifiée parce qu'on l'a vu avec les fonds, avec les trackers, on peut diversifier avec des petits montants et après c'est parti. Et une fois qu'on est parti, on tient la cadence. Exactement, on tient la cadence, marathon. Et voilà, marathon de l'investissement. Bon, à votre rythme, hein, si vous n'êtes pas fan de la course à pied, vous allez voir, ça se fait quand même assez bien. Merci beaucoup Louis pour tous ces conseils, ces recommandations pratiques pour commencer à investir. J'espère que ça va donner des envies et des solutions, justement. Merci Louis. Merci Laurent. Voilà, c'est fini pour cette conférence Bourse Live, mais le programme continue avec notre table ronde Investir tôt pour capter la croissance de demain. Vous voyez, on reste finalement dans l'idée du marathon, hein, et ça s'annonce passionnant. Restez avec nous, à tout de suite.